tandis que je commençais ma nouvelle vie à l'étranger. Mes parents ont secrètement forcé mon frère à entrer dans mon Pentouse, ignorant que je l'avais vendu à un avocat impitoyable quelques semaines plus tôt. Ils l'ont conduit dans la maison d'un prédateur, et l'équipe du SWAT leur a révélé la vérité. Le cri a frappé mon téléphone avec une telle violence que, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que quelqu'un était vraiment en train de mourir. Alaric. Ils sont en train d'enfoncer les portes. Des hommes avec des fusils sont dans le salon. Mon frère Jethro a hurlé ces mots dans le haut-parleur, sa voix se brisant complètement dans une panique hystérique et incontrôlable. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas laissé tomber mon téléphone. Je n'ai pas senti mon cœur s'emballer ni mon estomac se nouer. Au contraire, je suis resté assis dans un petit café calme au cœur de Zurich, en Suisse, prenant une lente et délibérée gorgée de mon espresso noir. Je regardais la lourde neige tomber silencieusement sur les rues pavées. J'étais entièrement figé, mais pas de peur. Je me suis figé par une reconnaissance cristalline absolue. Je savais exactement ce qu'il avait fait. Et plus important encore, je savais exactement qui l'avait aidé à le faire. Alaric. Tu m'écoutes au moins. Je te dis qu'il y a des policiers armés ici. Ils ont des viseurs laser sur ma poitrine. Tu dois appeler le gérant de l'immeuble tout de suite et lui dire de les faire partir. Dis-leur que je suis ton frère. Il hyperventilait, complètement convaincu que j'allais abandonner toute ma vie, contourner je ne sais comment les lois internationales et réparer son colossal gâchis. C'était toujours ainsi dans la dynamique de notre famille. Mais assis là, sentant le froid mordant de la Suisse à travers la vitre du café, j'ai réalisé à quel point son panique frénétique avait désormais peu de pouvoir sur moi. Qui t'a donné le code de bypass rétinien? Jethro? Ai-je demandé. Ma voix était entièrement plate, dépourvue de toute chaleur familiale, ressemblant plus à celle d'une machine qu'à celle d'un grand frère. Je suis architecte senior en cybersécurité. Je ne pose pas de questions dont je ne connais pas déjà les réponses. Il y a eu un bref silence révélateur à l'autre bout de la ligne. C'était exactement le genre de silence qu'un rat fait quand il réalise qu'il est pris dans un piège d'acier mais pense encore pouvoir ronger pour s'en sortir. Maman et papa m'ont donné la clé physique d'urgence, a-t-il enfin marmonné. Son ton passant de la terreur pure à l'entitlement défensif en un clin d'œil. Ils ont dit que c'était complètement normal. Tu vis en Europe maintenant. Tu n'utilisais même pas l'endroit. Allez. Mec. Appelle juste le gérant de l'immeuble. Dis-leur que j'ai ta permission d'être ici. Il avait utilisé la clé d'urgence pour contourner la première porte de sécurité, s'installant lui-même et ses bagages inutiles dans une maison hautement sécurisée. Une maison qu'il croyait fermement appartenir au collectif familial. Il pensait entrer dans un voyage gratuit. Un filet de sécurité confortable et luxueux tissé entièrement de mon travail acharné et de mon salaire. Ma famille n'avait pas simplement franchi une limite cette fois. Ils avaient fait exploser quelque chose qu'ils ne comprenaient pas du tout. Ils pensaient jouer à une simple partie de dames, déplaçant des pièces dans ma vie sans mon consentement. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà retourné tout le plateau. Je ne peux pas faire ça, Jethro, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, pourtant chargée du poids d'une finalité absolue. Comment ça? Tu ne peux pas faire ça? C'est ton Pentouse. J'ai entendu un grand fracas en arrière-plan. Le bruit caractéristique de bottes tactiques heurtant un parquet coûteux suivi d'une voix profondément autoritaire lui ordonnant de se mettre à terre. Non, ai-je répondu, sentant une paix profonde envahir mon esprit fatigué. Ce n'est pas le cas. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. Ce que mon frère ignorait, c'était que le Pentouse sur lequel il saignait n'était plus à moi depuis exactement 28 jours. Je l'avais jeté en pâture à un requin. Pour comprendre pourquoi un homme laisserait sa propre chair et son sang marcher aveuglément vers une accusation de violation de domicile avec effraction? Il faut regarder le code source de mon enfance. Quand les gens me demandent d'où je viens, je dis généralement Chicago. Mais la vérité, c'est que j'ai grandi dans une machine toxique conçue pour extraire des ressources d'un fils afin d'assurer le confort absolu de l'autre. Mes parents, Silas et Beatrix,
Dirigeait notre foyer comme une entreprise incroyablement corrompue. Il y avait des hiérarchies strictes, d'immenses attentes et des règles tacites que l'on apprenait seulement en les enfreignant et en subissant de graves conséquences. Dans le grand livre comptable de notre famille, Jethro était le visionnaire. Il était l'investissement en or. Le génie fragile qui avait juste besoin d'un peu plus de temps et d'argent pour enfin éclore. Moi, en revanche, j'étais l'infrastructure. J'étais silencieux, solide. Entièrement fiable et censé faire fonctionner toute l'opération sans jamais faire de bruit. Si Jethro était le prodige destiné à changer le monde. J'étais la preuve vivante qu'un être humain pouvait survivre entièrement avec des restes et de la négligence émotionnelle. Mon premier souvenir de cette dynamique profondément toxique remonte à mes 16 ans. Quand Jethro en avait 14. Jethro avait volé une boîte de fusées éclairantes industrielles sur un chantier. Il pensait que ce serait très drôle d'en allumer une dans notre jardin, mais il a paniqué. L'a lâchée et elle a roulé directement dans le garage en bois du voisin, y mettant le feu. Les pompiers ont dû être appelés. Je me souviens de Jethro debout sur l'herbe mouillée, sanglotant, terrifié. Silas ne lui a pas crié dessus. Au lieu de cela, il m'a traîné dans la cuisine et m'a donné une gifle vive et piquante. « Pourquoi tu ne le surveillais pas ?» a sifflé Silas. Le visage tordu de fureur contenue. Avant que je puisse même comprendre l'injustice, Silas élaborait déjà le mensonge. Quand la police frappera à cette porte, tu vas leur dire que c'est toi qui as lâché la fusée. Je l'ai regardé. La joue en feu. Je ne l'ai pas fait. Ai-je murmuré. Silas s'est penché tout près, ses yeux complètement dépourvus de chaleur paternelle. Jethro a un casier fragile. Alaric. Il est sensible. Une accusation policière ruinera son avenir. Toi. Tu es costaud. Tu es un roc. Tu peux encaisser l'impact. Poussé par un instinct auquel j'avais déjà été lourdement conditionné à obéir. J'ai avancé quand le voisin furieux et l'agent de police sont remontés dans notre allée. J'ai regardé l'agent droit dans les yeux et lui ai dit que j'avais allumé la fusée. Silas et Beatrix ne m'ont pas défendu. Ils ont simplement récompensé mon sacrifice par une absence troublante de punition. Prendre ses responsabilités forge le caractère, a déclaré Silas plus tard ce soir-là. Tu as fait ton travail aujourd'hui, Alaric. Absorber le blâme de Jethro n'avait pas forgé mon caractère. Cela avait construit un schéma lourd et étouffant qui m'a suivi à chaque étape de ma vie. J'avais été formé pour être leur pare-feu humain. J'étais le code conçu pour intercepter tous les malwares, toutes les erreurs. Tous les désastres financiers que Jethro téléchargeait constamment dans nos vies. Je prenais les coups pour que l'unité centrale puisse continuer à fonctionner sans accroc. Mais les pare-feux n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de besoin. Ils bloquent simplement les dommages jusqu'à ce qu'ils finissent par s'effondrer. Et ma famille n'avait absolument aucune idée à quel point le pare-feu était proche de s'éteindre. Complètement et de laisser les virus envahir. À l'époque de nos années universitaires, la différence flagrante dans la façon dont Silas et Beatrix nous traitaient était un fait aussi indéniable que la gravité. J'ai choisi d'étudier l'informatique et l'architecture de données. C'était une majeure exigeante et extrêmement difficile. Mais c'était le seul chemin que je voyais vers une véritable indépendance. Silas et Beatrix ont clairement fait savoir qu'ils ne contribueraient pas d'un seul dollar à mon éducation. Le travail acharné construit des bases solides. M'avait dit Silas en écartant ma facture de frais de scolarité. Nous ne pouvons pas nous permettre de te dorloter. Alors j'ai travaillé. J'ai eu un emploi de gardien de nuit. J'ai réparé des ordinateurs portables cassés pour d'autres étudiants. Le week-end, je lavais la vaisselle dans un dîner très fréquenté. J'ai entraîné mon cerveau et mon corps à fonctionner sous un niveau d'épuisement physique et mental. Si profond que j'avais l'impression de marcher constamment sous l'eau. Pendant ce temps, Jethro naviguait dans sa vie académique. Soutenu par une petite armée de tuteurs privés et un flux apparemment incessant de virements de nos parents. Il passait de l'école de commerce à l'histoire de l'art. Abandonnant les cours dès qu'ils exigeaient un véritable effort. Il se qualifiait de fondateur de start-up. En réalité, il était simplement très doué pour brûler l'argent de Silas. Mes parents payaient son loyer dans des appartements de luxe et finançaient ses vacances de printemps. Chaque échec était simplement balayé par Beatrix comme le monde qui ne comprenait pas le génie
Unique de Jetro. Le contraste a atteint son apogée le jour de ma remise de diplôme. J'ai terminé mon diplôme avec un an d'avance, en tête de ma promotion avec les honneurs. Il n'y a pas eu de dîner familial. Béatrix n'a même pas pris la peine de venir. Silas a assisté à la cérémonie, mais il a passé tout son temps sur son téléphone. Quand j'ai quitté la scène avec le diplôme pour lequel j'avais saigné, Silas m'a retrouvé sur le parking. Félicitations, a-t-il dit brièvement, se dirigeant déjà vers sa voiture. Au fait, le serveur principal au bureau est complètement en panne. J'ai besoin que tu viennes ce soir. Reconfigurer tout le réseau. Ne fais pas de plan. Exactement 3 jours plus tard, Jetro a annoncé qu'il abandonnait son dernier programme d'études parce que les professeurs étaient trop toxiques. Au lieu de le couper, ils ont acheté à Jetro une nouvelle décapotable de sport rouge vif. Béatrix a posté des photos sur les réseaux sociaux avec une légende louant la résilience de Jetro. J'étais assis dans mon petit appartement à manger des nouilles instantanées bon marché. Regardant la photo, je savais exactement ce que cela signifiait. J'étais un actif à zéro responsabilité. J'étais une machine conçue pour traiter le stress et produire des résultats. Mais ma compétence n'était qu'une utilité à exploiter, car plus je prouvais ma capacité, plus il permettait à Jetro de devenir incroyablement incompétent. La seule personne qui m'ait jamais vu comme un être humain était mon grand-père Osmond. C'est lui qui m'a acheté mon tout premier ordinateur. Le tournant de toute ma vie a été sa mort. Il est décédé tranquillement pendant une violente tempête hivernale. Ses dernières paroles pour moi ont été un avertissement de ne pas les laisser réécrire mon code. Source. Mais ma famille n'a pas eu cure de mon chagrin. Juste après la cérémonie funéraire, Béatrix m'a pris à part et m'a demandé de co-signer un prêt bancaire de 50 000 $ pour couvrir les dettes de crypto-monnaie effondrées de Jetro. Debout près de la tombe de mon grand-père, elle ne voyait en moi qu'une ligne de crédit infinie. J'ai refusé. Et ce jour-là, le nœud s'est finalement déconnecté. Le point de rupture absolu est arrivé quelques années plus tard. Déguisé en un innocent dîner familial. J'avais récemment été promu architecte senior. Un poste qui m'obligeait à voyager beaucoup en Europe. J'avais acheté un Pantouz intelligent hautement sécurisé et extrêmement coûteux dans le centre de Chicago. Je pensais que la distance et le succès financier construiraient un mur qu'il ne pourrait pas escalader. J'avais complètement tort. Ils ne voyaient pas mon succès comme une limite. Ils le voyaient comme une énorme mise à niveau de leur distributeur automatique personnel. Silas et Béatrix avaient insisté pour que je vienne pour un repas fait maison. La maison sentait exactement comme d'habitude, nettoyant au citron et rôti de bœuf trop cuit. Jetro était déjà assis à la table de la salle à manger, faisant défiler agressivement son téléphone et soupirant bruyamment pour que tout le monde sache qu'il était stressé. À mi-chemin du repas extrêmement tendu, Silas s'est éclairci la gorge. Ton frère traverse une période vraiment difficile en ce moment. A commencé Silas en me regardant directement avec une désinvolture artificielle forcée. Son propriétaire refuse de renouveler son bail. Et le marché des startups est tout simplement impossible en ce moment. Je n'ai pas répondu. Je continuais à couper méticuleusement ma viande. Je savais exactement où menait ce chemin sombre. Béatrix s'est penchée par-dessus la table. Sa voix prenant ce ton sirupeux et manipulateur qu'elle maniait si parfaitement. Chérie. Nous savons que tu vas voyager en Suisse pour ton nouveau projet. Ton Pantouz en ville est si grand et il va juste rester là à ramasser la poussière. Nous avons décidé que cela avait parfaitement du sens que Jetro s'installe chez toi pour les 3 prochaines années. Jusqu'à ce qu'il lance sa start-up. Il a besoin d'une adresse prestigieuse pour recevoir des investisseurs potentiels. J'ai lentement posé mon couteau et ma fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Le tintement métallique a résonné bruyamment dans le silence soudain. 3 ans, ai-je répété. Ma voix était terrifiante de calme. Maman, papa. Mon Pantouz est mon sanctuaire privé. Le système de sécurité est lié à mes données biométriques personnelles. La réponse est absolument non. Silas a abattu son poing lourd sur la table en bois. Ne parle pas à ta mère sur ce ton irrespectueux. Alaric. Tu as plus d'argent que tu ne sais qu'en faire.
Et ton frère dort sur notre canapé. Tu te comportes comme un enfant égoïste et ingrat. J'ai regardé Jethro. Il n'a même pas levé les yeux. Il est resté assis là avec un petit sourire narquois, s'attendant pleinement à ce que ses parents démolissent mes limites. Je ne donne pas mon domicile à Jethro, ai-je déclaré clairement. Je l'ai acheté. Je paie des taxes foncières massives. Jethro a 30 ans. Il peut trouver un emploi. Béatrix a soupiré doucement, les larmes jaillissant instantanément dans ses yeux. Elle a initié la technique classique du nier, attaquer et inverser l'ordre des victimes. Ce n'est que de l'espace vide. Alaric. Tu es un monstre qui choisit du placoplâtre plutôt que ta propre chair et ton sang. Comment peux-tu être aussi incroyablement sans cœur? Je me suis levé de table et suis sorti par la porte d'entrée sans un mot de plus. En moins de 10 minutes, mon téléphone a explosé de messages toxiques de ma tante Cresa, me traitant de robot arrogant et sociopathe. Pendant 32 ans, ces mots auraient déclenché une énorme vague de culpabilité. Mais assis dans ma voiture, la programmation lourde s'est simplement rompue. J'ai ressenti un vide propre, terrifiant et absolument magnifique. Ils me voyaient comme un serveur qui n'existait que pour héberger leurs données corrompues. Il était temps d'initier un effacement total du système. Quand je suis retourné dans mon penthouse calme et impeccablement propre ce soir-là, je n'ai pas allumé la télévision. Je ne me suis pas servi un verre pour apaiser mes nerfs brisés. J'ai marché droit devant les immenses fenêtres donnant sur la skyline scintillante de Chicago. Suis allé directement dans mon bureau à domicile et ai réveillé ma station de travail à plusieurs moniteurs. Si ma famille voulait traiter toute notre relation comme une transaction financière, alors il était temps de procéder à un audit médico-légal complet. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge hautement cryptée. Pendant les 12 heures suivantes, j'ai fait exactement ce pourquoi on me payait des centaines de milliers de dollars chez d'énormes entreprises internationales de données. J'ai suivi la piste papier caché. J'ai accédé à mes portails bancaires, mes historiques de cartes de crédit, mes dossiers fiscaux et mes emails archivés. Je suis remonté exactement 10 ans en arrière. J'ai créé des colonnes pour la date, le montant, le destinataire, l'objet déclaré et l'objet réel. Le silence dans le penthouse était absolu, seulement brisé par le cliquetis mécanique rapide de mon clavier. J'ai tracé chaque prêt que Silas jurait de rembourser pour son entreprise de logistique, mais qu'il n'a jamais remboursé. J'ai documenté chaque frais de découvert exorbitant que Jethro a engendré et que j'ai silencieusement couvert pour lui éviter des poursuites. J'ai listé le plan cellulaire familial coûteux que j'avais payé entièrement seul pendant 10 ans. J'ai retrouvé les reçus des prétendues urgences médicales de Béatrix qui coïncidaient magiquement avec ses week-ends spa de luxe avec ses amis. Je n'ai laissé aucune once d'émotion obscurcir les données brutes. J'ai traité ma propre vie comme une scène de crime numérique. À 6 heures du matin, la skyline de Chicago dehors commençait à prendre une teinte violet pâle et meurtrie. Mes yeux brûlaient, mais mon esprit était plus tranchant qu'un scalpel de chirurgien. J'ai mis en évidence la colonne finale et appliqué la formule de somme. Quand le gros chiffre rouge est apparu sur l'écran haute définition, j'ai arrêté de respirer pendant une fraction de seconde. 218 000 $ pour 100. C'était le prix quantifiable exact de l'amour de ma famille au cours de la dernière décennie. Ce n'était pas une série de malchance ou de malchance. C'était une extraction hautement efficace et systématique de ma richesse, de mon énergie et de ma santé mentale. J'ai regardé le curseur clignotant à côté du chiffre massif. J'ai alors réalisé que simplement les couper financièrement à l'avenir ne suffisait pas. On ne fait pas simplement arrêter un parasite de se nourrir en lui demandant poliment de partir. Il faut complètement détruire l'environnement hôte pour qu'il ne puisse jamais revenir. J'ai enregistré le fichier sous un nom simple, The Ledger. Puis j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et me suis connecté à mon email professionnel. Mon entreprise m'avait proposé un package de relocalisation permanent pour diriger notre division européenne à Zurich. J'ai tapé une réponse d'une phrase au directeur global acceptant le poste à effet dans 30 jours. Mon email suivant était bien plus dangereux. Il était adressé à un homme nommé Valérian. Valérian était un avocat immobilier commercial impitoyable et notoirement agressif qui achetait des propriétés haut de gamme en espèces, généralement pour les démolir ou les revendre à des sociétés anonymes à l'étranger.
C'était un prédateur qui communiquait entièrement par contrat blindé et menaces légales. Agressive. J'ai tapé un bref message lui proposant mon pantouse intelligent pour une vente en espèces. Immédiate et discrète avec une remise de 20%. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé le soleil se lever. Je posais un piège construit entièrement de l'arrogance monumentale de ma propre famille. Si vous appréciez cette histoire de vengeance calme et calculée, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Revenge Silent et laissez un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide à faire parvenir cette histoire à plus de personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. La rencontre avec Valérian a eu lieu au 42e étage d'un monolithe de verre élégant en plein centre. Animé du centre-ville de Chicago. C'était un espace conçu entièrement pour intimider. Il n'y avait aucune photo de famille chaleureuse sur son immense bureau en acajou. Seulement des piles imposantes de dossiers juridiques méticuleusement organisés. Valérian lui-même ressemblait exactement à un grand requin blanc enfilé dans un costume gris sur mesure. Il se spécialisait dans la liquidation d'actifs et l'expulsion de personnes sans une once d'hésitation. C'était exactement le genre d'homme que mes parents n'avaient jamais eu à affronter dans leur vie. Protégé. Je me suis assis en face de lui et ai fait glisser le dossier d'évaluation impeccable sur le bois. Poli. Je quitte le pays dans exactement 10 jours. Lui ai-je dit en gardant une voix parfaitement égale. Je déménage définitivement en Suisse. J'ai besoin d'une vente en espèces calme et complètement hors marché. Pas d'annonce publique. Clôture rapide en l'état. Valérian a parcouru les chiffres et les photos haute résolution. Il ne m'a pas demandé pourquoi je partais avec une telle urgence. Les hommes comme Valérian ne se souciaient que de l'avantage mathématique. Je peux virer les fonds en moins de 7 jours ouvrables, a dit Valérian sans lever les yeux. Mais pour une transaction accélérée sans aucune contingence. Je prends une remise stricte de 20% sur la valeur marchande actuelle. J'ai accepté immédiatement. Il a finalement levé les yeux, un léger sourire prédateur au coin de la bouche. Tu fuis quelque chose d'incroyablement compliqué, Alaric. Je ne fuis rien. Les jeux corrigés avec aisance. Je mène simplement une démolition contrôlée de ma propre infrastructure avant de remettre le site. Le processus de paperasse a été un balai magnifiquement silencieux d'efficacité corporative. En 7 jours, le virement massif est arrivé sur mes comptes offshore. L'acte a été légalement transféré. J'avais négocié une clause de location temporaire me permettant de garder mes meubles et para l'intérieur jusqu'à mon vol. Pour quiconque regardant de l'extérieur, absolument rien n'avait changé. Les lumières étaient allumées. Mes stores automatisés s'ouvraient et se fermaient selon l'horaire. Mais j'ai passé mes dernières soirées à démonter méthodiquement le réseau financier invisible qui maintenait ma famille à flot. J'ai accédé à mes portails bancaires et annulé systématiquement chaque virement automatique. J'ai rompu le plan cellulaire familial partagé. J'ai désactivé les sources de financement de secours sur les comptes de Jetro. J'ai tout fermé, sectionnant les artères financières une par une. Puis j'ai fait la dernière et plus cruciale préparation. J'ai reconfiguré le vaste réseau de stockage cloud connecté aux caméras de sécurité biométrique. Haute définition installée dans le Pantouse. J'ai généré un lien d'accès administratif permanent et inaltérable et l'ai envoyé directement à Valérian. La propriété physique est officiellement à toi, ai-je tapé. Tu as désormais un accès complet en temps réel au flux de sécurité intérieur et au scanner rétinien secondaire. Si quelqu'un tente d'entrer dans les lieux après mon départ, je recommande vivement de poursuivre en justice dans toute la mesure de la loi. Je ne serai pas disponible pour intervenir. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le piège était entièrement tendu. Je n'ai pas planté de fausses preuves. J'ai simplement fait mes valises. Laissé la clé physique de secours exactement là où je savais que Béatrix la gardait dans son tiroir de cuisine, et embarqué dans l'avion. Je me suis simplement écarté et les ai laissés agir selon leur supposition fatale qu'ils possédaient mon espace. La confirmation finale que je faisais la chose absolument juste est arrivée tranquillement par une notification numérique sur l'écran de mon téléphone. C'était un après-midi gris et vif exactement 5 jours après mon arrivée à Zurich et mon installation dans mon logement corporatif temporaire.
J'étais assis à mon ordinateur portable en train de finaliser mes documents fiscaux internationaux. Quand l'alerte rouge est apparue. Une charge de 4200 $ venait d'être validée sur ma carte de crédit secondaire. Le vendeur indiqué était un casino et resort de luxe premier situé en plein sur le strip de Las Vegas. Je n'ai pas ressenti une soudaine vague de rage aveuglante. J'ai simplement senti un focus chirurgical glacial s'installer sur mon esprit. J'ai immédiatement accédé à mon portail de carte de crédit. Jetro n'avait pas volé la carte physique. Il avait simplement utilisé les informations de carte qui étaient enregistrées automatiquement sur son ordinateur portable depuis 3 ans plus tôt, quand j'avais stupidement payé sa chirurgie dentaire d'urgence. Il avait réservé un week-end VIP pour impressionner ses faux amis de start-up avec mon argent parce qu'il ne croyait fondamentalement pas à une séparation réelle entre mon compte bancaire et ses désirs. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Béatrix. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix écœurante de gaieté. Alaric, chérie. On parlait justement de toi. Ton père veut savoir si tu peux réparer son serveur de messagerie à distance. Jetro vient de charger plus de 4000 $ sur ma carte de crédit pour des vacances à Las Vegas. Ai-je interrompu? Ma voix était plate et inflexible comme une dalle de béton. Il y a eu une infime pause d'une fraction de seconde sur la ligne. Juste assez longue pour que son cerveau démarre les protocoles de défense. Oh, chérie, s'il te plaît, ne sois pas si incroyablement dramatique. A soupiré Béatrix en passant à l'épuisement armé. Tu sais que ton frère traverse une dépression sévère en ce moment. Ses investisseurs se sont retirés et il avait vraiment besoin d'une pause pour s'éclaircir l'esprit. Il a volé mes informations financières, Béatrix. Il a commis une fraude. Ai-je déclaré froidement. Il l'a emprunté, a-t-elle claqué, sa voix se durcissant soudain d'offense. Il a dit qu'il te rembourserait quand il obtiendra son prochain tour de financement. Tu gagnes des centaines de milliers de dollars. Alaric. Tu peux facilement te le permettre. Pourquoi faut-il toujours que tu rendes tout si incroyablement difficile pour cette famille? Elle défendait activement un crime. Elle tordait le récit, faisant de moi l'oppresseur riche et cruel, et de Jetro la victime tragique et incomprise. Je vois. Ai-je dit doucement. Laisse tomber. Alaric. Ne détruis pas la paix familiale pour quelques pennies. Nous allons déménager ses affaires. Dans ton pantouse demain pour qu'il ait un endroit où atterrir quand il reviendra. Je ne détruis rien. Ai-je répondu. Je collecte simplement des données. J'ai terminé l'appel sans un mot de plus. J'ai immédiatement ouvert mon application bancaire et signalé la charge comme complètement frauduleuse. J'ai initié un chargeback corporatif sévère qui gèlerait le paiement au casino. Puis j'ai annulé définitivement la carte. En initiant le chargeback, je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Jetro essaierait de quitter sa suite de luxe. La carte serait refusée. La sécurité de l'hôtel le retiendrait et il serait forcé d'appeler Silas en suppliant pour un énorme sauvetage. La pression financière les forcerait à accélérer leur plan de déménager Jetro dans mon pantouse. Désespéré d'obtenir un logement gratuit. Il marchait droit dans la gueule d'un prédateur avec une clé volée en main. La ruine financière absolue à Las Vegas a agi exactement comme le catalyseur que je savais qu'il serait. Silas a été forcé de vider le fonds d'urgence de paix de son entreprise pour extraire Jetro des menaces légales du casino. Humilié, fauché et désespéré. Jetro a volé de retour à Chicago avec des instructions strictes de Béatrix de se faire discret. Immédiatement dans mon pantouse jusqu'à ce que la poussière retombe. Il croyait sincèrement que j'étais assis en Suisse, complètement inconscient. Payant joyeusement les factures d'électricité d'une propriété que je ne possédais plus. Selon les rapports de police ultérieurs et les journaux de sécurité détaillés que Valérian m'a transmis avec joie, l'effraction a été un spectacle spectaculaire d'incompétence arrogante. Jetro est arrivé à mon ancien immeuble avec 3 énormes valises. Il a contourné le concierge principal lurin en se faufilant par le garage de stationnement résidentiel. Il a utilisé la clé physique de secours que Béatrix avait gardée pour déverrouiller l'ascenseur privé menant directement au dernier étage. Il est sorti de l'ascenseur.
s'attendant pleinement à ce que les lourdes portes en chaîne du pantoux s'ouvrent simplement. Mais Valérian était un homme obsédé par la sécurité. La serrure physique n'était que la première couche. Valérian avait installé un scanner rétinien biométrique militaire secondaire sur le panneau d'entrée principal. Jetro, irrité et entièrement en droit, a supposé que le système avait juste un bug. Il a essayé d'entrer mes anciens codes numériques. Quand cela a échoué, il a attrapé un lourd extincteur métallique dans le placard du couloir et a tenté d'agresser le panneau biométrique pour l'arracher du mur. Ce fut son erreur fatale. Au moment où le verre du scanner s'est fissuré, cela n'a pas déclenché une sirène hurlante. Cela a déclenché un signal de détresse silencieux et haute priorité directement vers la société de sécurité privée dans le commissariat local. Lurin, le gérant de l'immeuble qui avait toujours méprisé l'attitude condescendante de ma famille, a reçu l'alerte sur sa tablette maître. Sachant que la propriété appartenait désormais à un avocat d'entreprise hautement agressif qui exigeait une tolérance zéro pour les intrus, Lurin a immédiatement autorisé la police à effectuer une entrée tactique. De retour à Zurich. La neige tombait abondamment dehors par la fenêtre du café quand mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur la table en bois. C'était Jetro. Le cri qui a frappé mon oreille était le son d'un homme voyant tout son univers s'effondrer en temps réel. Alaric. Ils sont en train d'enfoncer les portes. Des hommes avec des fusils sont dans le salon. J'ai écouté sa panique hystérique, prenant une lente gorgée de mon espresso noir. Le contraste entre mon environnement serein et glacial et sa réalité chaotique et terrifiante était une poésie absolue. Il m'a supplié d'appeler Lurin. Il m'a supplié de dire aux agents armés qu'il avait la permission d'être là. Il pensait sincèrement que mon autorité pouvait d'une manière ou d'une autre passer outre l'équipe tactique, pointant des viseurs laser sur sa poitrine. Après qu'il ait avoué que Beatrix lui avait donné la clé physique. J'ai porté le coup final écrasant. Je ne peux pas faire ça. Jetro. Ce n'est pas mon pantouse. À travers la ligne téléphonique, j'ai entendu le bruit brutal d'une lourde botte de police posant sur le parquet, suivi du cliquetis métallique des menottes se refermant étroitement. Vous êtes en état d'arrestation pour effraction avec violation de domicile et destruction de propriété privée, a tonné une voix profonde et autoritaire en arrière-plan. Jetro a laissé tomber son téléphone. Alaric, s'il te plaît, a-t-il hurlé. Sa voix s'estompant alors qu'il était traîné hors du couloir. Le pare-feu humain était définitivement hors ligne et le système brûlait enfin jusqu'au sol. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que la police avait brutalement traîné Jetro hors de la propriété de Valérian. J'avais passé ces 3 semaines à finaliser tranquillement ma paperasse de résidence permanente en Suisse, ignorant complètement la vague énorme de messages vocaux frénétiques et d'emails déchaînés inondant mon téléphone depuis Chicago. Jetro avait passé 2 nuits en cellule avant que Silas parvienne à rassembler suffisamment d'argent pour la caution, mais les accusations de crime restaient. Valérian poussait pour la peine maximale, refusant chaque offre de règlement. J'ai dû rentrer une dernière fois aux États-Unis pour signer physiquement la clôture de mes comptes corporatifs américains. Tante Cresa, le singe volant ultime, avait une fille qui travaillait à l'agence de voyage d'entreprise utilisée par mon entreprise. Elle avait illégalement accédé à mes dossiers de vol et divulgué l'heure exacte de mon arrivée. Mon vol a atterri un après-midi prévisiblement misérable et brumeux à Chicago. Je suis sorti de la zone sécurisée à l'aéroport international OR. Tirant ma seule valise cabine argentée, je les ai repérés avant qu'ils ne me repèrent. Silas, Beatrix et Jetro se tenaient raides en formation serrée près des tapis à bagages. Ils ressemblaient exactement à un tribunal attendant d'embusquer un accusé en fuite. Jetro avait mauvaise mine, pâle, mal rasé et complètement dépourvu de son arrogance habituelle. J'aurais facilement pu faire demi-tour, mais courir n'avait jamais été le but de cet exercice. J'ai ajusté ma prise sur la poignée de ma valise et ai marché directement vers eux. Silas a avancé en premier. La mâchoire si serrée que je pouvais pratiquement entendre ses dents grincer. Alaric, nous devons parler tout de suite, a-t-il exigé. Sa voix résonnant bruyamment au-dessus du bourdonnement sourd du terminal animé. Beatrix s'est avancée pour le flanquer. Nous ne te laisserons absolument pas monter dans un autre avion et quitter le pays comme ça. Pas.
Après ce que tu as fait à ton propre sang. Je me suis arrêté à quelques mètres d'eux, laissant un lourd silence étouffant s'étirer entre nous. Qu'est-ce que vous pensez exactement que je vous dois, ai-je demandé. Ma voix terrifiante de calme. Béatrix a eu le souffle coupé, profondément offensée. Tu dois à cette famille une explication massive. Tu as impliqué la police pour un simple malentendu. Silas a pointé un doigt épais agressivement vers ma poitrine. Tu as piégé ton frère. Tu dois appeler le nouveau propriétaire de ce pantouse tout de suite. Qui qu'il soit, et le forcer à abandonner les charges. Je ne l'ai pas piégé, Silas, ai-je répondu calmement. Ton fils a commis un crime. Il a forcé l'entrée dans une maison qui ne lui appartenait pas. Il a fait une petite erreur. A craché Silas. Et tu l'as malicieusement rendu 1000 fois pire. Tu es son grand frère. Tu es censé le protéger. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. Je ne suis pas sa boussole morale, ai-je dit doucement. Et je ne suis certainement plus son filet de sécurité financier. Jethro a ricané avec un ressentiment pur. Tu aurais pu simplement nous dire que tu avais vendu l'endroit. Espèce de psychopathe absolu. Tu n'avais pas à nous prendre tous par surprise et à me piéger pour me faire arrêter par une équipe du SWAT. Je ne vous ai pas pris par surprise. Jethro. Je vous ai répété à tous que j'avais besoin de limites strictes et chacun d'entre vous a consciemment choisi de les ignorer. Tu as utilisé ma carte de crédit à Las Vegas. Tu as cassé un scanner biométrique avec un extincteur. Ce sont tes choix. J'ai plongé la main dans mon sac messager en cuir épais et en ai sorti un dossier épais. Solidement relié. Vous voulez une explication? Vous voulez savoir pourquoi j'ai laissé la police s'occuper de votre enfant chéri? Voici votre explication. C'est un audit médico-légal complet sur 10 ans de ma relation avec cette famille. Je l'appelle le Ledger. J'ai ouvert le dossier. Les pages étaient remplies de feuilles de calcul méticuleusement organisées, de relevés bancaires surlignés et de reçus imprimés. Je n'ai pas crié. J'ai simplement commencé à lire les chiffres froids et durs à voix haute. Ma voix résonnant clairement dans le terminal. Il y a 3 ans. 1000 $ payés directement à un atelier de carrosserie parce que Jethro a conduit en état d'ivresse et a enroulé sa voiture autour d'un poteau. Il y a 5 ans. 18 000 $ virés à l'IRS pour couvrir vos pénalités fiscales inattendues. Silas. Il y a 7 ans. 32 000 $ au total en paiement de loyer pour empêcher Jethro d'être expulsé de 4 appartements de luxe différents. J'ai refermé le dossier d'un coup sec. Le total final, ai-je dit en regardant directement dans les yeux de Silas, est de 218 000 $ pour 100. C'est le prix exact de votre parentalité. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je suis le seul investisseur qui a enfin réalisé que l'entreprise était complètement en faillite et j'ai décidé de liquider mes parts. Nous sommes tes parents, a murmuré Béatrix, le visage pâle. Tu nous dois ta vie. Vous étiez des parasites, les jeux corrigés froidement. Et l'hôte a officiellement fermé boutique. Mais avant que Béatrix ne puisse lancer une nouvelle série de larmes fabriquées, une voix tranchante et incroyablement autoritaire a coupé proprement la lourde tension derrière nous. Alaric. Je me suis retourné. Le prédateur ultime était arrivé. Valérian marchait vers nous à travers le terminal animé de l'aéroport. Il portait un costume sur mesure gris anthracite et tenait une mallette en cuir élégante. Son expression était un mélange d'amusement léger et d'autorité impitoyable absolue. L'entreprise de Silas avait désespérément enchéri sur un énorme contrat de logistique pour l'entreprise immobilière commerciale de Valérian pendant les 6 derniers mois. Silas l'a reconnu immédiatement et a adopté un ton faussement amical. Monsieur Valérian. Nous sommes tellement contents de tomber sur vous ici. J'ai laissé des messages concernant notre proposition de chaîne d'approvisionnement. Valérian a levé une seule main parfaitement manucurée. Silas, je ne suis absolument pas ici pour te parler, a dit Valérian. Sa voix dégoulinant de mépris professionnel. Il s'est tourné vers moi.
Alaric, as-tu une minute pour examiner ces documents de session finale avant ton vol? Nous nous sommes écartés de quelques mètres. Valérian a ouvert sa mallette d'un coup sec. J'ai apporté les copies finalisées des rapports de police et des journaux de vidéosurveillance. Horodaté concernant l'incident sur ma propriété, a dit Valérian à voix haute. Béatrix a eu le souffle coupé. Tu as déposé une plainte contre notre fils? Valérian a lentement tourné la tête. Votre fils a commis une entrée forcée dans une résidence privée hautement sécurisée. Il a détruit un scanner biométrique. Oui. J'ai déposé une plainte. Je suis le propriétaire de ce pantouse et je porte des accusations criminelles pour effraction dans toute la mesure de la loi. Djetro a reculé en trébuchant, se cachant derrière son père. Silas a levé les mains dans un geste désespéré. Monsieur Valérian, s'il vous plaît. Nous pouvons régler ça discrètement. Nous pouvons payer pour tous les dommages. Cela a tout à voir avec lui, a coupé sèchement Valérian. Il s'est retourné vers moi avec un respect professionnel sincère. Je respecte hautement la façon dont vous avez géré toute cette transaction, Alaric. Calme. Profondément professionnel et brutalement direct. Valérian a fait une pause, puis a regardé Silas droit dans les yeux. Au fait, Silas, concernant votre proposition de logistique. Mon entreprise exige des partenaires ayant des standards éthiques impeccables. Compte tenu de la conduite criminelle de votre famille immédiate. Je rejette officiellement votre offre. Votre entreprise n'obtiendra jamais de contrat avec mon groupe. Les larges épaules de Silas se sont complètement affaissées. Il avait perdu son plus gros client. Son fils faisait face à la prison et son distributeur automatique humain embarquait dans un avion. Alaric, s'il te plaît, a supplié Silas, sa voix soudain brute et pathétique. Nous avons besoin de toi. Si je perds officiellement ce compte, toute mon entreprise s'effondre. J'ai regardé les trois une dernière fois. Je ne vous sauverai pas, ai-je dit calmement. Vous avez construit toute votre survie sur mon dos. Maintenant vous allez devoir apprendre à tenir. Debout tout seul. J'ai marché droit vers le contrôle de sécurité international et n'ai jamais regardé en arrière. 6 mois plus tard. L'entreprise de logistique de Silas a été forcée de réduire drastiquement ses effectifs et a déposé le bilan. Les fonds d'urgence secrets que Béatrix jurait toujours qu'il ne possédait pas ont été entièrement anéantis par d'énormes frais juridiques pour tenter de garder Djetro hors d'une prison de haute sécurité. Djetro a évité la prison dure grâce à un accord de plaidoyer. Mais il travaille actuellement de nuit à nettoyer les toilettes dans une station-service délabrée. Pour payer sa restitution ordonnée par le tribunal. Quant à moi, mes matinées à Zurich m'appartiennent entièrement. Je ne suis plus une pièce d'infrastructure financière. Je suis un homme qui a audité sa propre vie. Trouvé un énorme déficit toxique et a complètement remis à zéro le solde. La vengeance calme n'est jamais une question de hurlement. C'est simplement le son d'une porte qui se ferme fermement derrière vous et d'avoir la force absolue de s'assurer qu'elle reste verrouillée pour toujours. Étais-je trop impitoyable de les laisser affronter les graves conséquences de leurs propres actes? Ou ont-ils simplement récolté exactement ce qu'ils avaient semé? Faites-moi savoir votre verdict dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance calme, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, de laisser un like et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel pour protéger sa propre paix.